C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une jeune femme ivoirienne qui a su se démarquer de cette génération entreprenante. Lily Ouattara, ou à l'état civil Sally Ouattara, est une jeune femme d'affaires issue d'une famille de 7 enfants, dont 4 garçons et 3 filles. Après avoir obtenu un bac scientifique au lycée classique d'Abidjan et une licence en marketing, en 2015, elle s'envole vers les États-Unis pour poursuivre ses études. Elle est aujourd'hui titulaire d'un master en marketing administration. Elle est également la fondatrice de la marque Lily Ouattara, créée en 2012. Une marque représentée dans plusieurs pays en Afrique. Mais sa plus grande fierté est l'ouverture de sa boutique Lily Création à Atlanta. Elle est sur le plateau de C'est Midi pour nous partager cette expérience. Je suis l'une des premières Ivoiriennes à ouvrir une boutique Made in Côte d'Ivoire à Atlanta. Comment Dr Philo ressent-il ce thème? On le retrouve tout de suite. Le thème du jour, selon Dr Philo. Quand je vois ma jeune soeur ici avec sa boutique à Atlanta en tant qu'Ivoirien, et elle, moi, on s'est déjà croisé à l'aéroport. Elle est à Atlanta, moi j'étais à Toronto, j'étais passage. Oui, mais on s'est vu, Lily. Si, c'est ça, oui, on s'est vu. À Toronto. Oui, c'est sérieux, on s'est vu à l'aéroport. Mais qui discute avec vous? Non, mais elle a dit si, donc c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous reprochez quelque chose ou quoi? Non, mais souvent on parle anglais quand elle est elle connaît bien chez moi, hein. Moi, je suis on the run point, au rond-point. Vous êtes la fierté, vous êtes une fierté. Merci beaucoup. Pour la Côte d'Ivoire. Moi je dis, et puis rien qu'entendre son nom déjà, même le nom même de sa boutique, Lily Création, parce qu'elle s'appelle Sally Ouattara, elle a pris le lit à la fin. Elle pouvait prendre Trac à la fin, et Ouattara, puis Trac Création. Ça donne rien, mais Lily, elle est ingénieuse. Ou peut-être Sassa. Non, Sal. Non, Sassa. Non, pourquoi Sal? Sassa. Donc c'est bon, il y a la chute dans les idées. Moi ça fait plaisir, la culture ivoirienne. C'est ça, on a besoin de promouvoir notre culture, ce qu'on a à l'extérieur. Regardez, lui ne peut monter, il ne faut jamais montrer ton village avec la main gauche. Même si ton village est sale, il faut dire mon village est propre. Toi, mais c'est sale, tu dis c'est propre. Et les gens aiment ça. C'est pourquoi je suis contre l'immigration. Quand vous voyez les gens très nager, aller chez les Blancs, là, et aller en Europe, en France, tout. Mais c'est des bêtises. Il faut rester ici. C'est parce que les Blancs font la promotion de leur culture qu'on a envie d'y aller. Regardez, on coupe pour aller aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, là, c'est quoi? C'est Champs-Élysées. Il faut faire la promotion de champs de patates qui est ici, champs de manioc. Comme ça, les gens aussi vont revenir chez toi. Et c'est ce que... Voilà. Sinon, on est ici, on est là, si qu'on boit... Il y a beaucoup aussi qu'on boit. Sinon, les plages aussi qu'on boit. Il y a si qu'on Nantes, il y a si qu'on Monaco là-bas. Mais ils n'ont jamais fait la promotion de cela. Et même les jeunes filles, quand vous faites les selfies, quand vous envoyez à vous, faites la promotion de votre environnement. Soyez naturel. Même quand tu fais des selfies, il ne faut pas aller dans les grands restaurants. Les Blancs ont déjà vu ça. Ils veulent faire ce qu'ils n'ont jamais vu. Va au bord d'un caniveau où les grenouilles sont en train de sauter, fais ton selfie et tu dis ici, on veut croire une grenaille. Et les gens vont aimer cela. Moi je dis. Docteur Philo, ça suffit. Non, ça va là. Non. Je terminais mes propos pour dire qu'elle a osé. Elle a osé aujourd'hui, cela lui réussit. Et j'adore Caro, je ne veux pas quand même parler, dire ma chronique sans penser au peuple malien qui fait la promotion du bassin. D'accord. 822 degrés Celsius, il est en bassin, il est heureux. On met bassin et il fait chaud. Mais on a envie et ça nous plaît. N'est-ce et pas? Vous avez osé. Merci. La meilleure manière de la vie, c'est d'oser. Merci beaucoup. Voilà. Merci infiniment. On applaudit très fort, docteur Philo. Comment pouvez-vous promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire? Quelques bribes de réponse grâce à la maestria de Paterna Assimian qui va nous rejoindre donc dans ce studio puisque nous avons droit à un micro-studio. Salut Paterna, on se fait la bise. 2020. N'est-ce pas? 2020 dans ma bouche. Oui, Paterna Assimian, donc je rappelle la question. Comment pouvez-vous promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire? Nous avons des réactions. À l'extérieur. Voilà. Madame? À l'extérieur. Présentez-vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonne heureuse année à toute la Côte d'Ivoire. Merci. Bonne heureuse année à tous ceux qui sont dans le studio de samedi. Alors moi je suis Madame Koné Sylvie. Et pour moi, promouvoir mon pays à l'extérieur, c'est
déjà respecter les lois du pays d'accueil, le pays qui m'accueille déjà, intégrer la vie associative de ce pays, et puis pour moi qui aime la restauration, faire la promotion des mets de mon pays. Oh là là. Alors moi je prends un exemple sur moi-même. Moi j'ai fait pratiquement 10 ans hors de la Côte d'Ivoire. Et là où j'étais, à côté de mon travail que je faisais la restauration chez moi à la maison. Ok. Je faisais la promotion des mets de mon pays chez moi, comme le garba, la loco poisson, le foutou avec la sauce biokoso, la sauce graine, la sauce djumblé, voilà, et le placali. Madame Koné, vous êtes une potentielle invitée témoin de cette émission, mais pourquoi vous vous cachez? Cette lucarne, elle est ouverte à tous. Alors, ce qu'on va faire, à la fin de l'émission, on prend vos coordonnées et on vous recevra, on va vous auditionner et puis vous recevoir sur le plateau de ces midis en tant qu'invité témoin. Merci beaucoup pour votre contribution à cette émission. Docteur Philo est toujours dans la place avec son nœud papillon. Pater Nassemia a le micro. Hello, bonne année à tous. Bonne année. Attends, comment vous avez commencé? C'est hello ou c'est allô? Allô. Ah, c'est allô, comme si vous étiez au téléphone. D'accord, allô, bonne année à vous aussi. Moi, c'est Pélagie Irié. Étant gourou, je vais parler de pain gourou. Je veux parler de pain kamandje. Kamandje, comme son nom le dit. Kamandje, ça veut dire laisser la route. La personne va passer. Donc, quand tu vas porter ce pain, tout le monde va te laisser la route. Le pain est joli, le pain est beau, le pain est vrai. Merci beaucoup. Deux dernières interventions ici. Pour votre contribution. Oui. Elle a parlé du pain kamandje. Et vous, comment est-ce que vous allez réussir à promouvoir, on va dire, la culture ivoirienne à l'extérieur? Je vous remercie pour la question. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs domaines. On veut vous entendre. Hein? Ok, je vous remercie pour la question. Je vous en prie. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs domaines. On peut montrer l'image de la Côte d'Ivoire comme exemple. Moi, je suis un couturier. Selon mes créations, je peux montrer comment à la nation, aux autres nations, que vraiment en Côte d'Ivoire, il y a... La toute dernière intervention. Madame Dans ce cas, la prochaine fois, vous portez un de vos modèles, une de vos tenues. C'est cela pour mieux promouvoir, on va dire, notre culture. Oui, madame. Bonjour, bonne année à tous. Merci beaucoup. Moi, c'est Anno Pélagie Obikoa. Bon, moi, je vois que la Côte d'Ivoire, c'est un très bel pays que nous adorons tous. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment un très, très beau pays. Hein? Ouais. Et ces pays, et en Côte d'Ivoire ici, nous avons les pains baoulés, que nous-mêmes, on fabriquons ça ici. Et nous avons les pains gouro, et comme les pains Yakoba, les pains Sénoufo. Et à l'extérieur, on peut prendre ces pains pour aller vendre là-bas, et ces femmes, on peut s'habiller comme les hommes peuvent s'habiller, les femmes peuvent s'habiller, et on peut prendre ces pains aussi pour faire les mariages. Et en Côte d'Ivoire, ici, on est en parfait harmonie. On n'a pas de problème avec quelqu'un et on est à l'aise. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mais la chute. À vous le studio. À vous le studio. Merci, Pater Nassemia. Et voilà, on pourrait passer toute une émission à parler de la culture ivoirienne, tant la Côte d'Ivoire regorge de richesses. Et voilà, et j'ai été marquée par la première intervention de Madame Koné qui disait quand vous êtes dans un pays, il faut respecter les lois de ce pays. C'est très, très important, respecter les lois du pays. Et nous sommes tous des ambassadeurs lorsque nous arrivons dans un autre pays, parce que selon les actes que vous allez poser, on va dire « Ah, ce sont les Ivoiriens ». Alors, si vous voulez garder une bonne réputation de la Côte d'Ivoire, il faut savoir marcher et surtout respecter les lois de ce pays. Et justement... Parlant de vivre dans un autre pays, je dirais ça vous connaît, puisque depuis, on va dire 2015, depuis fin 2015, vous êtes allé aux États-Unis pour poursuivre vos études. Oui. On y reviendra. Avant d'aller aux États-Unis, vous étiez déjà piqué par le virus des affaires, et plus précisément du stylisme. Racontez-nous un peu votre histoire. Comment est-ce que vous êtes devenue aujourd'hui cette Lily Création que tout le monde connaît?
Ben, comme je le dis, toujours mon histoire commence avec 30 000 francs. 30 000 francs. Qui pouvaient me permettre à peine l'achat de quelques pagnes et la couture. Donc, j'avais un oncle à Yopougon qui, moi, je faisais juste le dessin des tenues qui me plaisaient. Et je me rendais à Yopougon. Bon, on va dire que j'habitais à Cocody en ce temps. D'accord. Donc, je me rendais à Yopougon après l'école pour justement lui montrer le dessin. Et lui, il réalisait en fait les tenues. Mais que je postais sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sans vraiment avoir l'intention de les revendre en fait. D'accord. Et c'est à la qu'est-ce qui vous suite. poussait à le faire alors? Parce qu'on veut dire que j'aime tout ce qui est chic, j'aime tout ce qui est beau. En fait, ça, c'est propre aux femmes. Hein. Voilà. Et voilà, j'aime tout ce qui est beau, tout ce qui est chic. Donc, j'aime juste tout ce qui est en matière de mode, tout ce qui fait beau, surtout en matière de tenue. Donc, mais c'était vraiment pas dans le but de vendre. Et certaines clientes sur Facebook m'ont dit « Oh, pourquoi pas ? Est-ce que je peux avoir la même tenue que vous portez ?» C'était pas encore des clientes. Non, c'était pas encore des clientes. L'objectif n'était pas la vente. Voilà. Et est-ce que je peux avoir vraiment cette tenue Et je lui disais oui, il n'y a pas de problème. Voilà le prix et vous me remettez. Moi, je repars encore faire le même scénario à Yopougon et je reviens, je livre à la personne. Et j'ai fait ça pendant plusieurs mois, mais c'était vraiment difficile. Parce que quitter Cocody après l'école, repartir à Yopougon, récupérer la tenue de la cliente, revenir à Cocody, lui donner. Et surtout qu'il y avait beaucoup de retouches, parce que c'est le pagne, on sait comment la couture fonctionne. C'est suite à ça que j'ai décidé d'avoir un tout petit atelier à Hongrie qui va me permettre de pouvoir faire la retouche. Je reste toujours... Donc la demande était forte alors? La demande devenait forte, je dis. Voilà. Déjà par le canal des réseaux sociaux? Par le canal des réseaux sociaux. Et donc, j'allais toujours à Yopougon, je finissais la tenue, je revenais à Cocody, la cliente essayait et on faisait la retouche. Je suis restée là depuis 2013, de 2013 jusqu'à 2016, à faire le même scénario. C'est-à-dire qu'une fois aux États-Unis, vous continuez? Oh non, de 2013 pardon, à 2015, fin 2015, jusqu'à ce que je parte aux États-Unis. Et j'ai décidé là maintenant d'avoir plusieurs couturiers. Ça m'évite en fait le transport de Cocody Yopougon, c'est-à-dire ouvrir mon propre atelier de couture. Mais on va signifier que je ne suis pas couturière. À la base, c'est moi plutôt qui montre les modèles de ce que je veux, ce que je ressens. Mais je suis quand même en possibilité de te dire que ça, c'est pas joli, ça, c'est joli, je veux comme ça. Donc, j'avais juste des couturiers qui travaillaient avec moi. Voilà. Et est-ce qu'après, vous essayez quand même de faire une formation dans le domaine du stylisme pour mieux maîtriser la chose? Jusqu'à là, j'ai jamais fait de formation. J'apprends sur le tas, souvent avec les employés. Wow, bravo. Vous êtes autodidacte, c'est très intéressant. Mais je voulais savoir, à quel moment la petite Sally qui est encore en train de suivre ses cours se dit que oui, je sens que je veux faire ce métier de styliste, je sens que c'est ma voie, c'est ma vocation de dessiner des collections, de dessiner des vêtements qui vont rendre jolies des dames, des personnes. À quel moment que la petite Sally se dit ça? Oui, c'est ce que je veux faire véritablement. Mais comme je dis, j'ai fait des études en administration. C'est pas vraiment un rêve d'enfant, j'ai pas rêvé ça. Comme certaines personnes rêvent de pouvoir être styliste, c'est juste un business qui est venu. Et j'ai su saisir l'opportunité. Je disais, j'étais encore à l'école quand mon téléphone sonnait en classe. Un hobby, par une passion, c'est ça? En classe, et certaines clientes m'appelaient, je sortais souvent reprendre aux clientes, revenais en classe. Et aujourd'hui, toutes mes copines de la classe, c'est les mêmes que je prenais pour faire les défilés, c'est les mêmes qui faisaient aussi les photos pour moi vraiment sur Facebook. C'est au fil en fait, du temps que j'ai vraiment ressenti la passion de pouvoir faire, parce qu'aujourd'hui, c'est comme une passion pour moi. Oui, Goya. Vous parlez de défilé. Ça veut dire que vous avez commencé à faire les défilés alors que vous étiez ici déjà? Oui, j'avais commencé à faire les défilés, mais il faut dire que c'était sans rétribution, des défilés gratuits. Non, mais c'est normal. Dans les écoles, pour se faire connaître, on est obligé forcément de passer par ce genre de route. Parce que votre clientèle était basée dans les écoles, non? Oh oui, parce qu'en étant jeune, vraiment, je pense que j'avais 23 ans ou 24 ans. Donc, on était encore au lycée. Il y avait les défilés, par exemple, de certaines écoles, les balles de fin d'année, que j'allais participer gratuitement. Voilà. Mais là, vous dépensiez de l'argent parce que pour défiler, il faut des mannequins, tout ça. Ah, c'était vraiment mes profs. C'était vraiment mes amis de l'école
que vraiment, je ne cesserai de dire merci. Qui vous comprenait aussi. Souvent, on n'avait vraiment pas d'argent. Je me rappelle, on avait un taxi où on est monté à 8 dans le taxi, juste pour aller faire le défilé. La police vous écoute. Juste pour aller faire le défilé. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai fini par aimer. Alors, quand vous arrivez aux États-Unis, comment est-ce que vous faites pour poursuivre cette activité, puisque vous y êtes pour les études? Et, mon papa, qui n'était pas vraiment très d'accord avec ces histoires de mode, parce que pour lui, l'école, c'est la clé de la réussite. C'est qui est vrai. Merci. En tout cas, c'est pas faux. C'est qui est vrai. Mais je n'avais pas vraiment le soutien de mon père. Et quand j'ai décidé d'aller aux États-Unis, je n'ai vraiment pas aussi laissé tomber. Je me rappelle, à l'aéroport, j'étais censée venir avec 2 valises. Je me rends avec 6 valises. Il était là. Mais les 4 autres valises, c'est pourquoi? Qui a payé les excédents? C'est moi, parce que j'avais déjà commencé mon business ici. Donc j'ai payé mes excédents de 4 autres valises en espérant arriver aux États-Unis et les vendre. C'est-à-dire, quel que soit le lieu où tu me mettras, je vais continuer mon business. Il a vu les 6 valises, votre père? Il a vu les 4 autres valises en plus. Il a demandé, mais c'est quoi? Il m'a dit, c'était un petit bout de pain que tu vas encore transporter avec toi. Mais je suis partie. Est-ce que vous lui avez expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur de ces valises? Parce qu'il savait, il savait. On a toute la famille sur les réseaux sociaux. Donc il y a souvent les petits-oncles qui disent, oh non, j'ai vu. Donc il savait un peu, il n'est pas sur les réseaux sociaux, mais il savait que je faisais ça. Et quand vous arrivez là-bas, est-ce que vous êtes concentré sur vos études ou vous êtes toujours tiré entre études et... Vraiment, à 2 jours de mon arrivée, j'avais déjà cherché comment poster les tenues sur... Vous n'avez même pas cherché à vous acclimater? L'école, j'allais commencer les cours d'anglais. Mais je cherchais aussi comment j'allais faire pour pouvoir évacuer les 4 valises que j'avais. C'est très bien. J'ai envie de dire, c'est dans le sang. Oui. Don't give up. So, je suis arrivée avec les 4 valises que je cherchais. À propos de dans le sang, votre papa n'était pas commerçant? Il n'était pas? Il n'est pas commerçant? Commerçant. Il n'est pas commerçant. Je suis la seule à faire du business dans ma famille. Ah, voilà. Yeah. Et aujourd'hui, on va dire que la marque est représentée dans plusieurs pays, justement. On retrouve Lily Création à Dakar, à Bamako, au Mali, à Ouagadougou, à Brazzaville. Alors, la question fondamentale, la question cruciale, ça a été quoi le secret de cette réussite? Et comme je dis vraiment, bon, ce que moi, bon, si on va appeler ça la réussite, mais je pense qu'on a fait vraiment un pas. Vous avez un pas vers la réussite. Hein, il y a beaucoup de stylistes ici de renommée internationale. Non, un pas vers la réussite, on n'est pas un pas vers la réussite. Tout est une question d'organisation, de concentration, de persévérance et surtout de consistance. Lily Création, ça on le sait. Non, je vous assure, on sait qu'il faut travailler pour réussir, on sait qu'il faut être persévérant. Mais vous avez fait comment? Dites-nous. Voilà, il y a un secret. Mais comme je dis, le secret c'est vraiment la concentration parce que quand vous avez des objectifs, tout est une question de goals. Quand vous avez des objectifs, vous mettez tout pour pouvoir les atteindre. D'accord. Et on va dire d'Abidjan, ma première boutique hors d'Abidjan était à Bamako. Et comment j'ai fait d'Abidjan à Bamako? Je suis restée à Abidjan de 2013 à 2015. Mais c'est toutes 2 années ou 3 années pardon, de travail, mais avec des économies justement. Bien sûr. Et avec ces économies, on décide de pouvoir avancer. Et non, on ne prend pas les économies pour rester à la même place. Comme je dis, on le dit souvent qu'un entrepreneur, c'est celui qui n'a pas peur de vider son compte. Il prend des risques. Il prend des risques. Il ose. Ouais, il faut beaucoup d'audace. En général, quand les gens voient les entrepreneurs, ils se disent non, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Non, mais c'est des gens qui prennent sur eux pour pouvoir avancer. Parce que souvent, tu as le bénéfice, tu peux bien le garder. Mais tu te dis non, allons, je prends cet argent et je fais un nouveau projet en espérant que ce projet donne. C'est pour ça que j'avais parlé d'espérance au début.
parce qu'on n'est pas sûr. C'est des risques qu'on prend en espérant. Et c'est comme ça que j'ai commencé d'Abidjan jusqu'aujourd'hui à Atlanta. Celui qui ne prend pas de non, risque... celui qui ne prend pas de risque. Ne réussit pas. N'arrive pas. Alors, vous prenez le risque d'aller au Mali. C'est cela. L'expérience là-bas, elle est à votre avantage ou pas? On va dire que le Mali, c'était ma première boutique hors d'Abidjan. Ça n'a pas été vraiment... Mais avant la boutique, il y a eu des activités, vous nous le confiez. Il y a eu des activités. Et c'est cela que je voudrais que vous fassiez sortir. Parce que j'étais à Abidjan, c'était un atelier de couture. Il faut préciser qu'au départ, je n'étais pas une boutique de prêt-à-porter, j'étais un atelier de couture. Donc, un atelier de couture, je ne suis pas couturière. Donc, c'est certaines personnes qui travaillent pour l'atelier. Bien évidemment. Et étant aux États-Unis, bon, comme tout business, un matin, je reçois des notifications sur mon téléphone où une cliente a été insatisfaite par rapport au service qu'un de mes employés offrait. Mais voilà, c'était déjà trop tard. Elle m'avait affiché sur un réseau très connu sur Facebook. Donc, il y a eu pas mal de commentaires, mais plus de négatifs que de positifs. Voilà, ça a été très dur pour moi parce que depuis 2013 jusqu'à 2015, je n'avais jamais vécu en fait ce moment. Je faisais ça, mais je ne savais pas ce que vraiment les gens pensaient de ça. Et en général, quand vous êtes là, vous ne savez pas ce que les gens pensent jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et puis vous voyez que tout le monde n'est pas avec vous, en fait. Et comme on dit, un entrepreneur dit, à chaque mauvais moment, vous enlevez le côté le plus positif et vous laissez le négatif. Et aujourd'hui, c'est grâce à ce commentaire sur les réseaux sociaux qui m'ont donné la motivation de pouvoir dire non, l'atelier de couture ne me convient plus parce que justement, je ne suis pas couturière. Pense à un business plus facile que tu pourras contrôler même quand tu es hors de la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est là que je démarre avec le prêt-à-porter en 2017. Je commence mes ventes privées à Paris, au Canada. Et ça se passe plutôt bien. Je suis plus dans l'atelier de couture. Et voilà, les internautes sont impatients de vous poser des questions. Et notre courroie de transmission, c'est bien sûr Paulus Agathon. Alors Caroline, on y va pour une série de 2 messages plus ou moins similaires. On a Yaobris qui voudrait savoir quels sont les critères à prendre en compte lorsqu'on délocalise son entreprise dans un autre pays. Et ensuite, le message de Anzumane Bamba qui dit quelles ont été vos plus grandes difficultés dans vos débuts à Atlanta. Ben, on reprend à la première question. Est-ce que vous pouvez reprendre la première question pour moi, s'il vous plaît? Alors, Yaobris, il demande quels sont les critères à prendre en compte quand on délocalise son entreprise dans un autre pays. Parlons de votre expérience. Mais je dis, comme on dit à l'école, il faut faire beaucoup. Il faut vraiment faire une étude de marché. On vous comprend, parce que depuis 2015, vous parlez anglais, donc c'est normal. Non. Il y a des mots qui sont vraiment compliqués. Une étude de marché avant de pouvoir se lancer en fait sur le territoire. Et en étant à Atlanta, il faut dire que je suis à Atlanta depuis 2015 et j'ai ouvert en 2019. J'aurais pu ouvrir en 2015 dès que je suis arrivée. La première boutique, je l'ai ouverte en 2019, octobre 2019. Donc de 2015 à 2019, c'est une étude de marché. J'avais un website d'abord. Un site web. Il fallait que d'abord le site tourne vraiment. Il faut se dire non, j'ai des clients. Est-ce que si je prends une boutique, je vais pouvoir je vais pouvoir payer chaque fin du mois? Parce que là-bas, il y a les taxes, il y a les factures, il y a les taxes sur chaque facture, il y a les taxes sur tout, en fait. Comme partout ailleurs. Voilà, donc il faut pouvoir être sûr qu'on peut y arriver. Donc, c'est vraiment une étude de marché, être sûr que les clients d'abord aiment le produit, ce que vous proposez, et surtout avoir confiance en la qualité de vos produits. C'est très important. Merci. Je pense que... En ce qui concerne la deuxième question de Paulus Agathon, la réponse, on l'aura juste après la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Et voilà, nous sommes
sur le plateau d'Ossé Midi avec la jeune Sally Ouattara, Lily Création. Voilà, c'est elle la propriétaire de cette marque, très jeune déjà et très ambitieuse. On va dire qu'elle réussit aujourd'hui à manier le chic et l'élégance. Alors déjà, on va découvrir quelques créations. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est elle qui a habillé en 2019 les Miss en maillot de bain. En 2019, c'est bien cela, les Miss en maillot de bain, Miss Côte d'Ivoire. Vous avez regardé, voilà. Ah, c'était magnifique. Franchement, moi, j'ai trouvé ça très original. Merci. Voilà. Et avant de revenir sur la deuxième question de Paulus Agathon, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait la particularité de votre marque? Comment vous vous positionnez? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde utilise le pagne. Mais vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres? Je pense que c'est une question, peut-être quelqu'un d'autre aurait mieux répondre. Ok, je vais essayer. C'est plutôt... Si vous voulez, je réponds à votre place. Oui, on va essayer avec Dr Philo, oui. Oui, moi je pense que ce qui fait sa particularité, c'est qu'elle va contacter tous les féticheurs pour qu'on puisse l'appeler. Bon, je suis sûr. C'est une mauvaise idée. Bon, je vois si là, elle va... Vous vouliez que quelqu'un... Non, je vais répondre, c'est bon. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je pense que la particularité de Lily Création, c'est le fait de savoir oser. Le fait de savoir oser et le fait de faire ce business, pas faussement. C'est vrai, on y gagne de l'argent, mais fait avec passion. Parce que comme je le dis, quand on y met de la passion, on le fait bien. Et malgré chaque obstacle, parce que vous le faites avec de la passion, vous arrivez en fait à vous relever. Et les modèles de Lily Création sont plutôt jeunes. Le pagne qui était vraiment étiqueté comme une matière de vieilles personnes. Avant, quand tu disais aux gens, oh, je veux le pagne, on te dit, non, moi, je veux pas porter ça. Mais on fait revivre le pagne, en fait, avec... Voilà, on fait revivre le pagne avec des modèles plutôt jeunes, tendance. On essaie d'allier africaniste et moderniste, c'est un peu ça. Voilà. Premier positionnement. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a retenu la seconde question. Paulus Agathon, vous êtes toujours là? D'accord. La deuxième question, c'était laquelle? Je m'en souviens pas, mais j'ai une question pour Lily Création. D'accord, on y va alors. Alors, Lily Création, vous avez habillé les demoiselles de Miss Côte d'Ivoire. Ça a été un point, je peux dire que ça a marqué une sorte de notoriété pour vous. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est dans votre liste de clients, dans votre clientèle, c'est qui... Sinon, quelle est la cliente qui vous a le plus marqué, celle qui vous a le plus étonné, celle que vous avez habillée et à laquelle vous ne vous attendiez pas? Je dois dire le nom, il n'y a aucun problème. Je veux juste un nom. Un seul nom? Mais ils sont plusieurs. Je suis plusieurs qui le disent. À vous de voir. À vous de voir, ok. On a Madame Dorba, on a la femme du Premier ministre, on a Emma Loès, que j'aime bien, on a plusieurs personnes. Et ce sont pas des... Ce qui fait beau dans tout ça, ce ne sont pas des personnes que je contacte en fait sur les réseaux sociaux. Je peux être à la boutique et puis les vendeuses me disent « Oh madame, j'ai reçu quelqu'un ici. Et je suis juste contente de savoir que mon travail est apprécié par certaines personnes, voilà, certaines stars, sans pouvoir aller vers eux en fait. C'est juste... Voilà, c'est ça. Et quels sont aujourd'hui vos projets? Quel est votre plus grand rêve? C'est vraiment faire connaître Lily Création dans plusieurs vraiment, pays d'Afrique, étant africaine, et aller aux États-Unis, en France, dans plusieurs continents, pourquoi pas. Voilà. Oui, le doyen. Oui, je voulais juste dire que l'audace paye. L'audace paye. On n'est pas c'est pas encore votre minute. Hein. C'est pas encore votre minute. Alors, nous allons essayer de poursuivre un peu. Vous avez eu un master en administration. Oui. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire en dehors de votre passion que vous exprimez? Est-ce que vous mettez juste votre bagage intellectuel au service de votre business ou vous décidez de faire autre chose à côté?
Bon, comme mon père le dit maintenant, il pense qu'il a eu raison. L'école, il pense que c'est l'école qui me permet d'avancer. C'est l'école qui me permet de faire tous ces pas. Et aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir travailler pour des entreprises avec mon master. Je pense que j'ai juste un master en Lily-création. Un master en Lily-création maintenant. Mais pour dire que cette comptabilité, ce marketing que j'ai appris à l'école me permet d'exercer ça dans moi-même, ma propre entreprise. D'accord. Alors, Dr Philo s'est déplacé depuis 30 secondes. Oui. Il a pris la place de Paulus Agathon. Alors, Dr Philo, on vous écoute. Oui, Caroline, j'ai dû venir ici en cabine ici. Paulus a déserté son bureau. Ça fait partie des résolutions qu'il a prises en cette année 2020. Alors, la question était la suivante. Elle est de Anzouman Bamba. Quelles ont été vos plus grandes difficultés dans vos débuts lorsque vous avez décidé d'ouvrir votre boutique à Atlanta? À vous le studio, Caroline. Merci beaucoup. Merci, Dr Philo. Vous le faites si bien. Ben, il faut dire aussi, une bénédiction que j'ai, c'est d'être entourée des personnes qui sont très positives. Et c'est ce conseil que je donne aujourd'hui à tous ces personnes qui souhaitent entreprendre. Être entourée des gens vraiment positifs qui vous aident en fait à pouvoir prendre de très bonnes décisions. La boutique Atlanta, je suis là-bas avec mon frère. Et j'ai eu à lui demander aussi si il pense vraiment que c'est une bonne idée. À certaines personnes, même à ma mère, parce que mon père, c'était une surprise pour lui. Donc à ma mère, si elle pensait que c'était vraiment une bonne idée. Et ils m'ont dit, pourquoi pas, tu es courageuse, juste go for it. Et juste avant d'ouvrir Atlanta, il faut signifier que j'avais été piratée sur les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, cette plateforme qui me permet de pouvoir gagner mon argent, de pouvoir faire ma pub, de pouvoir me faire connaître. J'ai été piratée le 15 juillet, une date que je ne peux pas oublier. Et j'avais tout perdu. Parce qu'aujourd'hui, on utilise aujourd'hui les réseaux sociaux pour se faire de l'argent. Donc, si j'ai été piratée, comment je fais pour vendre? Et pendant 3 semaines, ça a été les 3 semaines les plus dures de ma vie. Parce que je me suis dit, je ne vais pas abandonner. Ces comptes, c'est moi qui les ai créés. Et vous étiez obligé de tout reprendre de tout reprendre à zéro. Voilà. Et quand non, mais j'ai pu reprendre aujourd'hui mes comptes. Bien évidemment. Alors, il y a toujours des difficultés qui se dressent devant nous et il faut surtout trouver le moyen de les surpasser, de les surmonter. Et c'est ce que vous avez fait. Aujourd'hui, il y a des jeunes comme vous qui vous regardent, qui brûlent d'envie de faire des activités, d'exercer des business, tout ça. Mais c'est très, très difficile. Il y a certains même qui ont déjà essayé le coup, mais qui ont peur de recommencer tellement ils ont souffert. Quels sont les conseils que vous pouvez leur donner? Un entrepreneur, vraiment, un entrepreneur, ce n'est pas celui qui a peur, comme j'ai dit. Un entrepreneur, il bannit la peur. C'est celui qui échoue. Parce que moi aussi, j'ai eu des périodes où j'ai échoué. Mais je me dis, à chaque échec, on ressort des leçons. C'est ça, moi, ma politique. C'est-à-dire que l'échec, c'est une nouvelle manière que le temps nous donne pour pouvoir refaire à nouveau. Mais avec plus d'expérience. J'ouvre une boutique, ça ne marche pas. Je cherche à savoir pourquoi ça n'a pas marché. Peut-être les clients n'ont pas aimé mes produits, mais quand je reviens avec d'autres idées pour pouvoir reprendre le marché. Tout est une question de motivation, mais surtout, tout est une question de courage, persévérance et consistance. Surtout la consistance. Merci infiniment, Lily. Alors, sur ce, le doyen, bienvenue avec tout ce que vous avez dit. Je ne sais pas s'il aura encore quelque chose à dire, mais c'est sûr, parce qu'il y a beaucoup de profondeur. On retrouve tout de suite le doyen. Bienvenue, Neba. Bienvenue, Neba. C'est la minute du doyen. Alors, on dit vouloir, c'est pouvoir. Dès votre temps d'enfance, je dirais, vous avez voulu quelque chose. Et vous avez risqué, vous avez pris des risques. Et vous avez surtout beaucoup d'audace. Ce qui vous a permis d'oser et de tomber plusieurs fois et vous relever. Vous avez réussi grâce à toutes ces qualités. C'est ce qui a fait votre réussite. Et vous avez dit quelque chose qui m'a paru très j'ai dit chose très pertinente, très belle. Une chose très belle. C'est que vous avez dit qu'avec votre master, vous n'avez plus l'intention, avec tout ce que vous avez créé, d'aller vous faire employer par quelqu'un. Je crois qu'en ces temps où
trouver un emploi, c'est plutôt un miracle. Beaucoup de personnes devraient essayer d'entreprendre et surtout d'avoir le courage d'échouer, mais de reprendre pour continuer. En tout cas, ce que vous avez fait, ce n'est pas donné à tout le monde. Merci. Et moi, je voudrais vous féliciter. Mais avant, je voudrais dire simplement, et vous l'avez dit aussi, que la résistance de votre père, les hésitations de votre papa, il était fier en dessous. Mais il voulait que vous réussissiez vos études parce qu'il était convaincu que ça allait servir. Et ça vous sert. Bravo. Et que beaucoup de personnes, que cela fasse tache d'huile dans la jeunesse ivoirienne. Merci beaucoup. Merci infiniment, Ivoirien. Bienvenue, Neba. En tout cas, Sali, merci beaucoup pour ce témoignage intelligent et significatif. Il est très, très inspirant. Je suis sûre qu'à partir de vous, beaucoup de jeunes vont se lever, vont prendre leurs responsabilités, travailler. Et surtout, aux hommes d'affaires, vous leur avez dit, n'ayez pas peur d'investir. C'est-à-dire, vous avez l'argent, vous avez 5 millions, 10 millions dans votre compte. Il faut pouvoir investir. Qui ne risque rien n'a jamais rien. Merci infiniment pour votre témoignage. Et n'ouvre pas une boutique à Atlanta qui veut, mais qui peut. Je vous attends à Atlanta. Vous m'attendez, d'accord. On verra, on verra. Merci beaucoup. Merci infiniment et merci pour cette invitation. On profite pour saluer tous ceux qui nous regardent. Monsieur Ouattara, Vanessa, du côté de l'Atlanta. Sur ce, à Lucène Sidibé. En attendant que vous ne preniez l'avion pour y aller, on va vous retrouver pour votre chronique, n'est-ce pas? C'est parti.